Bonjour à tous. Il s'agit d'un mythe qui a la vie dure, celui d'Al-Andalus, paradis multiculturel de l'Espagne médiévale, dite des trois cultures, où la domination politique de l'islam aurait permis pendant des siècles d'extraordinaires échanges culturels entre les communautés islamiques, chrétiennes et juives sur fond de cohabitation harmonieuse. La réalité est bien évidemment tout autre. Bien au contraire d'un merveilleux vivre ensemble, les chrétiens comme les juifs furent l'objet d'un véritable apartheid, de constantes humiliations et discriminations. C'est cette imposture que nous allons expliquer aujourd'hui avec notre invité Philippe Conrad. Philippe Conrad, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir pour cette dernière émission de la saison, d'autant plus que c'est la 400e d'une émission que vous avez créée et animée pendant plus de 10 ans. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui d'Al-Andalus, un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez écrit il y a peu, en 2020, Al-Andalus, l'imposture du paradis multiculturel, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, et il y a plus longtemps une histoire de la Reconquista, un classique, paru chez que sais-je en 1999. Alors je vous propose, pour cette émission, on va faire trois parties. Première partie, une histoire de l'occupation musulmane et de la Reconquista. Après nous allons parler, évoquer la dimitude. Qu'est-ce que la dimitude? En gros, le sort des chrétiens et des juifs dans l'Espagne musulmane. Et puis après, nous parlerons du mythe et de la déconstruction du mythe. Alors déjà, Al-Andalus, d'où vient ce nom Al-Andalus? Il est d'origine arabe? Alors c'est un nom qui vient de l'arabe, mais c'est une transcription d'un mot germanique qui désignait la terre conquise pour les Visigoths. Le mot transformé a donné Al-Andalus. Ça n'a rien à voir, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, avec les Vandales, qui sont passés seulement, d'ailleurs, ont traversé l'Espagne, ne se sont pas installés durablement. Et donc c'est au 8e siècle que commence l'histoire d'Al-Andalus. De quoi est constituée l'Espagne au moment de la conquête musulmane? Est-ce que c'est un royaume quand la conquête musulmane intervient au début du 8e siècle, l'Espagne, eh bien, c'est le royaume des Visigoths. C'est un royaume unifié ou c'est un morcellement? C'est un royaume unifié, mais dans lequel les Visigoths doivent compter souvent avec certaines difficultés, certaines dissidences, notamment dans le nord-ouest, dans ces régions montagneuses, forestières, qui seront plus tard d'ailleurs le principal foyer de résistance, le foyer de résistance initial en tout cas, à la conquête musulmane. Il y a des rivalités aussi entre les différents clans visigoths, des querelles de pouvoir. Il y a une querelle dynastique notamment qui est en cours au moment où les envahisseurs vont arriver en 711 en Espagne. Donc c'est le royaume wisigoth, l'Espagne telle qu'elle était à ce moment-là. Donc Visigoths qui eux-mêmes viennent ce sont des envahisseurs germaniques, des Goths, donc qui viennent de l'est de l'Europe. Qui ont traversé les Pyrénées. qui ont traversé la France, qui ont installé également une principauté à Toulouse, un royaume wisigoth à Toulouse, et qui se sont repliés finalement sur la péninsule ibérique quand le royaume franc de Clovis les a repoussés après la défaite qu'ils ont subie à Vouillers. Donc, qui sont les premiers envahisseurs de la péninsule ibérique? Ils viennent d'où? Alors, grand débat. Parce que dans les années 1960, vous avez un historien espagnol, Ignacio Olagüe, qui avait publié un ouvrage traduit en français avec un titre tout à fait provocateur, ce titre disait « Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne ». Voilà. Et il expliquait qu'en fait, c'était des chrétiens ariens qui avaient réussi à s'imposer, que les Arabes n'avaient pas les moyens sur le plan naval, notamment de réaliser une telle opération, mais on est complètement revenu sur cette hypothèse, et ce sont à la fois des Arabes et des Berbères d'Afrique du Nord qui ont constitué les contingents qui ont envahi l'Espagne au début du 8e siècle, après avoir déjà effectué quelques reconnaissances, quelques poussées
au-delà du détroit de Gibraltar. Et en 711, à la bataille du Guadalete, eh bien les Visigoths sont vaincus, le roi Roderick est tué, et les Visigoths, les conquérants, vont réaliser une sorte de blitzkrieg tout à fait spectaculaire, poussant des pointes dans toutes les directions, prenant le contrôle d'abord de ce qui est devenu notre Andalousie d'aujourd'hui, de Cordoue, de Grenade, et puis ensuite le contrôle, dans un deuxième temps, de la côte méditerranéenne valencienne, le contrôle de la vallée de l'Èbre au nord-est du pays, et puis vont pousser également vers le nord, sans rencontrer de résistance très solide. Alors pour de multiples raisons. D'abord les faiblesses structurelles du royaume visigothique, le fait également que les envahisseurs ne sont pas perçus comme aussi radicalement qu'ils le seront quelques siècles plus tard. Il faut dire que l'Espagne avait vu des interventions des Francs venus soutenir l'un des partis visigoths engagés dans les querelles dynastiques, avait vu surtout une reconquête byzantine qui avait été réalisée au cours du XVIIe siècle, et donc ces envahisseurs venus d'Orient ne sont pas perçus comme radicalement différents. La minorité juive espagnole, qui avait été quelque peu désignée par le royaume wisigoth à la vindicte des populations, accueille finalement ces nouveaux envahisseurs de manière à peu près favorable, et la population, le fond de population ibéro-romain qui était là depuis l'Antiquité et qui était en place quand les Visigoths avaient conquis le pays, finalement n'avait pas adhéré vraiment à cet État visigothique. Il n'y avait pas eu, si vous voulez, dans la péninsule ibérique, l'espèce d'osmose qui s'est réalisée en Gaule entre les populations gallo-romaines et les populations franques. Pour des raisons d'ailleurs aisément compréhensibles, les Francs qui étaient installés en Flandre, dans les Pays-Bas actuels, dans le nord de la France actuelle, vont pousser à l'intérieur de la Gaule, mais vont réaliser au fil du temps une osmose à peu près réussie avec les populations gallo-romaines. En Espagne, les populations d'origine ibéro-romaine restaient plus fermées. Réticentes face à cette domination visigothique qui était le fait de populations, il faut bien le voir, très peu nombreuses. Il s'agit d'envahisseurs, ils sont quelques dizaines de milliers, sans plus. Tandis qu'en France, on est à proximité des zones territoriales peuplées densément par des Francs, dans le nord de la France, dans les Pays-Bas, la Belgique actuelle. Donc ça crée une situation différente. Et d'ailleurs, les envahisseurs musulmans de l'Espagne, c'est quoi, ils sont combien à peu près? On le sait? On ne le sait pas, mais au départ, la première vague. Au départ, ils sont quelques milliers, la première vague, sans plus. Oui. Et puis alors après, ils vont se renforcer régulièrement. Et surtout, ce qui va vraiment changer la donne, c'est quand on arrivera à partir du XIe, XIIe siècle, l'élément musulman dans la péninsule ibérique va être formidablement renforcé par l'irruption des envahisseurs berbères, almoravides et almohades. Effectivement, on va parler des luttes venues du Maroc. Et alors là, l'islamisation va s'en trouver évidemment renforcée dans la partie que l'islam contrôle alors. C'est une occupation de peuplement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de population. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent aussi, ou est-ce qu'ils trouvent des femmes sur place? Oui, c'est une population de peuplement, mais il y a aussi effectivement des unions locales, parce que les envahisseurs se servent en quelque sorte. Oui, c'est une colonisation de peuplement, mais au départ relativement faible. Les choses vont se renforcer vraiment de manière spectaculaire après l'an 1000, avec les invasions venues du Maroc. Justement, donc ces berbères les primo-arrivants
descendants, si je puis dire, sont de quelle dynastie? Il y a des Arabes et il y a des Berbères. Il y a les deux. Et ensuite, donc, il y a une seconde vague. On retrouve des traces de cela dans la toponymie. Vous avez une ville comme Beni Cassim, par exemple, sur la côte de Valenciennes. C'est un nom typiquement berbère. Donc, ce sont des Berbères qui eux-mêmes ont été islamisés et conquis par les Arabes. Les Arabes s'installent plutôt de manière sédentaire dans la vallée du Guadalquivir, en Andalousie, ou dans la vallée de l'Èbre, et ils vont y installer d'ailleurs une agriculture, une horticulture plutôt tout à fait dynamique. Les Berbères, eux, s'installent plutôt, dans un premier temps, sur la Meseta, sur le grand plateau central espagnol, où ils pratiquent l'élevage extensif. Et où d'ailleurs, dans les années 740-750, il y a une grande vague de sécheresse qui s'abat sur le pays, et une partie de ces populations berbères, confrontées à ce phénomène, va se replier vers l'Afrique du Nord. Donc il y a eu effectivement des va-et-vient nombreux durant toute cette période. Alors vous parliez tout à l'heure de résistance dans le nord-ouest de l'Espagne. Ce sont les Visigoths qui se sont repliés? Alors non, ce sont pas des Visigoths. Ensuite, dans la tradition, on verra cela comme une espèce de refuge de la monarchie visigothique qui a entrepris ensuite la restauration de l'Espagne, de restauration Totius Hispaniae, au nom de ce qu'on appellera plus tard la Reconquête. Mais en réalité, il s'agit de populations montagnardes, repliées sur des régions qui sont des régions refuges, forestières, d'accès difficile, où les envahisseurs arabes ne s'aventureront guère. Et c'est là qu'ils vont subir, dès 722, la défaite de Covadonga, qui va les conduire à négliger, en fait, ces régions-là, qui ne correspondent pas à l'espace naturel, au paysage naturel auquel sont habitués les envahisseurs en Afrique du Nord. Alors que la Meseta... C'est la Galice, c'est l'équivalent. Oui, alors c'est la Galice, ce sont les Asturies, c'est le Pays Basque. C'est toute cette région-là qui va être en quelque sorte le foyer de résistance, mais un foyer de résistance qui n'inquiète pas beaucoup les maîtres de Cordoue. Parce que l'Espagne utile, ils l'ont sous leur contrôle. Ils vont même négliger quelque peu ces franges nord-ouest montagneuses et forestières pour passer en Gaule, où il y a effectivement des razzias bien plus intéressantes à réaliser en direction de Narbonne, de Toulouse. Plus tard, ils vont monter comme ça jusqu'aux abords de Poitiers, et c'est Pépin le Bref qui réussira à les refouler au-delà des Pyrénées. Alors, il y a une première victoire en 844, qui est la victoire de Claviro. Claviro, oui. Alors c'est importante parce qu'elle est symbolique. C'est une victoire symbolique, la bataille de Claviro, parce que la tradition rapporte qu'au cours de cette bataille, Saint Jacques est apparu aux combattants chrétiens, descendu du ciel pour les soutenir, et leur a ainsi garanti la victoire. Alors c'est un moment symboliquement évidemment intéressant, parce qu'on a retrouvé auparavant le tombeau, ou ce que l'on considère comme le tombeau de Saint-Jacques en Galice. Il va faire l'objet d'un culte très intense, de pèlerinage de plus en plus nombreux, répétés. Il va mobiliser des masses de fidèles pendant plusieurs siècles du Moyen-Âge. Ça sera un élément tout à fait déterminant dans l'affirmation d'une identité chrétienne espagnole à travers les différentes principautés ou royaumes qui se constituent alors, qui sont notamment la Navarre, le royaume asturo-léonais au départ, bien sûr, puis la principauté de Castille, appelée à prendre une importance. Donc, ce sont les premiers royaumes espagnols qui se créent. Et donc, il y a des premières offensives vers
vers 1085, vous alors, expliquez. oui, alors ça, c'est déjà, on est déjà plus tard et les succès sont au rendez-vous. Au départ, ces principautés des Asturies, du Léon, c'est très peu de choses. Hein. La première capitale assuro-léonaise, Cangas Déonis, c'est une bourgade. Petit à petit, ils vont sortir du réduit montagnard pour aller s'installer plus au sud, commencer à conquérir de l'espace sur la Meseta, sur le plateau central, installer une nouvelle capitale à Léon, et puis ensuite la Castille, elle va installer sa capitale à Burgos, et il faudra évidemment beaucoup de temps, plusieurs siècles, où les principautés chrétiennes vont rester sur la défensive, à l'époque notamment de l'apogée du califat de Cordoue, qui intervient à partir du Xe siècle. Hein. Au départ, l'État musulman en Espagne, c'est un émirat de Cordoue, et puis ensuite au Xe siècle, vous avez l'émir Abderrahman III qui va se proclamer calife au même titre que le calife de Bagdad. Et ça, il y a des répercussions finalement de ce qui se passe en Orient jusque dans la péninsule ibérique. C'est pas une répercussion directe, c'est dans la logique naturelle des choses. Un prince musulman aussi puissant, évidemment, a l'ambition d'apparaître comme le calife, au même titre qu'il y a un calife à Bagdad, donc le calife abbasside, et il y a un calife pendant un temps aussi au Caire, le calife fatimide, d'une branche chiite de l'islam. Et ce califat de Cordoue, c'est un État à son époque d'apogée extrêmement puissant, extrêmement prospère. Est-ce qu'il est aussi brillant qu'on le dit oui, au niveau des arts, au niveau de... Avec notamment une très belle capitale à proximité de Cordoue, Medinat al-Zahra, que l'on peut encore, dont on visite aujourd'hui les ruines, qu'on a baptisé le Versailles omeyyade, puisqu'on a affaire là à la dynastie des Omeyyades. Hein. Mais tant qu'il y a le califat de Cordoue, les principautés chrétiennes du Nord sont sur la défensive, se maintiennent sur la défensive, grignotent petit à petit du territoire, mais c'est encore extrêmement limité. En revanche, au moment où va chuter ce califat omeyyade, au XIe siècle, en 1031, le califat omeyyade disparaît et l'Espagne musulmane va se trouver fragmentée en toute une série de petits royaumes, de petites principautés, ce qu'on appelle los reinos de taifas, cette division, quelque part, va lui être fatale, parce que dans le même temps, les principautés chrétiennes du Nord vont se renforcer dans un contexte qui leur est favorable. D'abord, entre autres, l'essor du chemin de Saint-Jacques, qui amène aussi sur place les moines clunisiens. Il y a un lien étroit qui s'établit entre l'Espagne et puis l'Occident latin. Et puis, nous sommes à une époque aussi, il faut bien voir, au lendemain de l'an 1000, d'un remarquable sursaut démographique en Europe occidentale. Donc, il y a le matériel humain est au rendez-vous pour envisager la reconquête et puis la colonisation. Alors, ça va être un travail de longue haleine. Ça va être long parce qu'il y a des Almoravides, je crois, qui arrivent en plus du Maroc. Dans un premier temps, les choses se passent bien en termes de reconquête, c'est-à-dire que les chrétiens vont réussir à s'emparer de Tolède en 1085. Tolède, qui est un peu le centre géostratégique de la péninsule ibérique, sur le Tage. Hein. Et puis, ils vont s'emparer aussi de Valence pendant un temps. Ils ont repris déjà Barcelone assez tôt, et puis ensuite Saragosse, etc. Mais là, à ce moment-là, il y a un événement qui intervient et qui remet en cause cette espèce de progression apparemment inéluctable du camp chrétien. C'est qu'à partir du Maroc, en 2 vagues successives, vous allez avoir de nouveaux envahisseurs, des Almoravides d'abord, animés par une foi farouche, une foi islamique farouche, qui ont été mobilisés par des prédicateurs malékites, qui dénoncent justement la dégénérescence des États musulmans andalous, accusés d'avoir sacrifié à toutes les tentations que pouvait leur offrir le monde de l'Andalousie, qui était un monde effectivement qu'on pouvait considérer comme assez paradisiaque, très riche, avec la douceur de son climat, avec tous les plaisirs que l'on pouvait connaître à la cour de Cordoue. Et alors ces envahisseurs
les Almoravides, les Almohades, ils vont mettre évidemment le camp chrétien en difficulté. On l'a dit, Tolède est tombé en 1085. Le roi de Castille, Alphonse VI, s'en est emparé. Alphonse V s'en est emparé. Et dès les années suivantes, l'arrivée des Almoravides fait que les choses se renversent. La grande victoire almoravide de Salaka donne un coup d'arrêt complet à la reconquête. Et les chrétiens vont se trouver de nouveau sur la défensive. Les Almoravides seront relayés une cinquantaine d'années plus tard par les Almohades, issu d'un autre mouvement religieux issu de l'Atlas marocain. Et de ce fait, la situation va rester équilibrée pendant pratiquement un très long demi-siècle. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que les choses vont de nouveau changer avec la grande victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa en 1212, qui est un tournant majeur, puisque le calife almohade est vaincu et la majeure partie de la péninsule est libérée dans la foulée. Ça va être la reprise de Valence, ça va être la prise de Cordoue, bientôt la prise de Séville. Au bout du compte, à la fin... Il faut attendre quand même presque 200 ans encore, 250 ans même. Au bout du compte, à la fin du XIIIe siècle, l'islam andalou, l'islam ibérique se résume au royaume de Grenade. Et donc on est dans une situation inversée à celle qu'on a connue au moment de la conquête. La majeure partie de la péninsule était tombée sous la coupe des musulmans, et seule la frange asturienne, basque, galicienne était un foyer de résistance. Et bien là, c'est un peu le même scénario, mais ce sont les musulmans qui maintenant, appuyés d'ailleurs sur un royaume de Grenade puissant, prospère, vont réussir encore pendant 2 siècles à maintenir l'islam ibérique. Parce que comment ça se passe concrètement parlant lorsqu'ils sont battus? J'imagine qu'ils ne retournent pas en Afrique du Nord. Alors, les musulmans concernés, quand ils sont battus, soit se replient sur le royaume de Grenade, restés musulmans. Certains vont repartir vers l'Afrique du Nord, mais il y en a beaucoup, ceux qu'on va appeler les Mudéjares, qui restent dans l'Espagne chrétienne, ceux qu'on appellera les Morisques plus tard, et qui continuent à y vivre et qui bénéficient d'un certain nombre de libertés, notamment de culte. C'est un petit peu l'envers du système de la dhimitude tel qu'il était pratiqué par les musulmans en amont. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'en 1492, l'affaire est bouclée avec la chute de Grenade? Oui, la péninsule est reconquise, mais l'affaire n'est pas forcément bouclée pour autant, parce qu'on peut envisager de pousser la reconquête au-delà du détroit de Gibraltar en Afrique du Nord. Déjà, les Portugais de leur côté, mais aussi bientôt les Espagnols, notamment sur la côte de l'Oranie, etc., ils installent des points d'appui qui pourraient être des bases de départ pour une reconquête de l'Afrique du Nord qui, naguère, ou jadis plutôt, fut chrétienne, bien sûr. Simplement, l'Espagne, à partir de ce moment-là, avec l'évolution historique du continent européen, l'installation de la monarchie Habsbourg à la fois en Europe centrale, en Espagne, etc., avec la conquête du Nouveau Monde qui absorbe évidemment des moyens considérables. Alors, avec la menace ottomane aussi, contre laquelle il faut lutter, en Méditerranée, en Europe centrale, l'Espagne n'a pas les moyens d'une stratégie tous azimuts de cette envergure. Et la reconquête s'arrêtera donc aux limites géographiques de la péninsule ibérique. Elle avait été terminée au Portugal dès le milieu du XIIIe siècle. Donc, quel est, après le 1492, quel est le sort des populations musulmanes? Le sort des populations musulmanes, certaines vont partir, elles veulent pas rester dans un monde dominé par les infidèles, par les chrétiens, mais certaines vont rester. Ce sont ceux que l'on va appeler les Morisques et qui seront expulsés finalement au début du XVIIe siècle par le roi Philippe III.
C'est son ministre, le duc de Lerma, qui a organisé tout ça, parce qu'on s'est rendu compte au fil du XVIe siècle qu'il y avait un problème avec cette minorité morisque, qui restait quand même attachée à sa foi. On l'avait encouragé à se convertir. On avait interdit un certain nombre de signes extérieurs d'affirmation de leur identité musulmane. Mais c'est une minorité qui de fait résistait à cette volonté d'assimilation qui avait été celle des rois catholiques. Vous savez, les rois catholiques, à la fin du XVe siècle, ils vont décider, prendre un certain nombre de décisions, notamment, ils vont exiger des Juifs une conversion, sinon les Juifs, ils n'auront qu'à partir. C'est ce qu'ils vont faire pour beaucoup d'entre eux, qui vont se retrouver à Salonique, qui vont se retrouver au Portugal, plus tard en Hollande, etc. Et puis, c'est dans des périodes, si vous voulez, qu'un historien espagnol, Luis Suárez Fernandez, a appelé une période de maximum d'intensité religieuse, qu'on exclut les minorités. Parce qu'il faut bien se replacer dans le contexte mental ou spirituel de l'époque. La question fondamentale, c'est la question du salut. Il ne peut pas y avoir 36 vérités à propos du salut. Donc, ceux qui ne sont on n'est pas dans le relativisme. Voilà, on n'est pas dans le relativisme. Ceux qui ne sont pas dans la perspective voulue, souhaitée par l'Église, on n'entend pas les garder. En plus, ces musulmans qui étaient restés en Espagne, ils présentent même un véritable danger, parce que nous sommes à l'époque où l'Empire ottoman menace l'Espagne et la Méditerranée occidentale, à partir de l'Afrique du Nord notamment. Et on aura même une deuxième guerre de Grenade dans les années 1560 qui verra les morisques de cette région se soulever, et il faudra une campagne militaire extrêmement violente et longue pour venir à bout de cette résistance. Alors sur cette base-là, au début du XVIIe siècle, comme je le disais, le roi Philippe III va décider l'expulsion des morisques, qui va être organisée d'une manière très méthodique, très rigoureuse, sur une longue durée. Toute la flotte espagnole va être mobilisée et on va expulser les morisques essentiellement à l'Afrique du Nord, grâce au presidio, à la base que les Espagnols avaient installée à Oran principalement. Il y en avait une autre à Mers el Kébir, et les morisques vont se retrouver ainsi en Afrique du Nord. Bien. Alors on va revenir maintenant sur le sort des chrétiens, des populations chrétiennes donc dans cette Espagne musulmane. Alors est-ce que cette dimitude finalement c'est une tolérance Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on retrouve. Ça fait partie des choses qu'on retrouve dans la plupart des pays d'islam. Il y a des choses assez comparables en Asie centrale, par exemple. Il y avait des choses comparables dans l'Empire ottoman, où il y avait des minorités. Donc c'est vraiment des minorités chrétiennes. Alors simplement, ce sont des minorités qui n'ont pas les mêmes droits, bien sûr. Alors quelle est la réalité de cette... Non, quand je disais c'était une tolérance, c'est une tolérance, mais en même temps... Il y a une tolérance religieuse, avec parfois quelques limites, puis des périodes où les dirigeants musulmans sont plus exigeants, ou plus rigoureux. Mais cette distinction qui est établie entre les dhimmis et les croyants, elle repose notamment sur une discrimination fiscale. Les dhimmis doivent payer un impôt foncier plus un impôt par tête, qui sont des impôts spécifiques pesant sur les minorités, chrétiens ou juifs d'ailleurs, c'est la même chose. Également, il y a des discriminations d'ordre vestimentaire. Les chrétiens ou les juifs doivent porter un certain nombre d'habits. Quand ils croisent un musulman dans la rue, ils doivent lui laisser le passage. Leurs cérémonies religieuses doivent être limitées pour ne pas choquer les musulmans. Par exemple, le recours aux cloches est interdit, aux processions, etc. Donc il y a tout un ensemble de pratiques qui sont censées marquer effectivement la discrimination qu'il convient d'établir. Est-ce que la justice est la même ? La justice est la même, mais dans une affaire de justice, le musulman prime par rapport aux chrétiens ou aux juifs. Donc, vous savez, c'est
un grand auteur espagnol, Serafín Fanjul, qui a écrit le mythe d'Al-Andalus, qui est un ouvrage majeur, qui a établi une comparaison significative, sachant qu'il faut se garder bien sûr de tout anachronisme, mais il a parlé dans l'Espagne musulmane d'un apartheid. Ce que je disais effectivement en introduction. Un apartheid dont les victimes seraient les minorités chrétiennes et juives. Alors on peut faire valoir dans l'autre sens que les minorités musulmanes mudejares dans l'Espagne redevenue chrétienne, elles aussi, elles ont un statut particulier. Et on peut parler là aussi quelque part d'apartheid, mais c'est dans la logique faut pas pécher par anachronisme, c'est dans la logique des événements de l'époque. Est-ce qu'il y a une volonté d'humilier le non-croyant, d'humilier c'est effectivement souvent le cas. Il n'a pas le droit, par exemple, de construire une maison plus haute que ses voisins musulmans. Il n'a pas le droit de monter à cheval, je crois. Il n'a pas le droit de monter à cheval, seulement sur un âne ou un mulet, ou des détails de la vie quotidienne de ce type qui sont censés bien marquer la différence entre pas le droit de porter les armes, entre les vrais croyants. Oui, bien sûr. Oui. Et donc l'impôt, c'est un impôt qui est lourd à porter ou pas Ah bah oui, c'est assez lourd. Hein. Il y a deux impôts. Il y a un impôt foncier et il y a un impôt personnel qui sont dus par le chrétien. Et vous parliez d'humiliation. Quand les communautés chrétiennes viennent remettre l'impôt en question, le percepteur musulman donne une claque aux intéressés. Voilà, à titre symbolique, pour bien montrer qui est le maître. Et est-ce que cela a entraîné comme on a pu le voir dans les Balkans, est-ce que cela a entraîné beaucoup de conversions ? De conversion à l'islam ? Oui. Ah, alors là, c'est assez difficile à évaluer, bien sûr. Il y a eu des conversions, surtout à l'époque du califat omeyyade, donc, que j'évoquais tout à l'heure, à l'apogée du califat omeyyade, qui était un État très puissant, très prospère, et puis qui était à l'offensive par rapport au camp chrétien d'Europe plus septentrionale. Là, il y a eu des conversions, oui, mais il y a eu en même temps toujours une minorité réticente qui a maintenu en quelque sorte qui a maintenu sa foi, avec une réserve cependant, c'est que l'une des formes de résistance de ces minorités, ça a pu être la révolte brutale qui était bien sûr écrasée. Ça a été le martyre, c'est l'épisode des martyrs de Cordoue par exemple au IXe siècle, où des chrétiens viennent carrément dans la mosquée pour dire que Mahomet est un imposteur, etc. Puis évidemment, ils vont être exécutés. Ça a été le martyr comme forme de résistance. Et puis les gens ont voté avec leurs pieds aussi. Ils sont partis vers l'Espagne du Nord pour aller ceux qu'on appelle les chrétiens mozarabes. Oui, vous consacrez un chapitre entier d'ailleurs aux chrétiens mozarabes. Oui. Qui sont-ils ? Alors ces chrétiens mozarabes, ce sont des chrétiens qui vivent sous domination musulmane, mais qui en même temps ont adopté un certain nombre au niveau de la vie quotidienne, un certain nombre de pratiques. Ils peuvent s'habiller à l'arabe. Moustarib, ça veut dire ceux qui sont comme les Arabes, si vous voulez. Alors ces chrétiens mozarabes, ils vont partir vers les royaumes chrétiens du Nord, et ils vont en partie y apporter justement, dans une large mesure, l'idée d'une nécessaire restauration de l'ancienne Hispania chrétienne, l'idée qui va alimenter le mouvement de la reconquête au fil des siècles. Et vous dites qu'ils ont été annihilés. Il y a eu une répression sur l'annihilation des chrétiens mozarabes. Les chrétiens mozarabes, oui, à partir d'un certain moment, ça s'est mal terminé parce que certains se sont révoltés. Il y a un épisode notamment, vous avez un roi d'Aragon, Alphonse le Batailleur, qui va pousser des campagnes contre l'islam andalou, et les Mozarabes, notamment à Grenade, vont
se révolter, pensant qu'ils vont être libérés par cette irruption des chrétiens. Ça n'est pas le cas parce qu'il s'est avancé trop loin au sud. Il est obligé de revenir vers la vallée de l'Èbre, vers les terres aragonaises. Et du coup, là, on va déporter massivement des chrétiens mozarabes vers le Maroc, notamment. Et au bout du compte, la minorité mozarabe, elle est effectivement progressivement de fait anéantie, soit par les départs, soit par les déportations, soit par les conversions. Alors maintenant, je voudrais en venir à la naissance du mythe du paradis multiculturel. Oui. Il est apparu à quelle époque ? Essentiellement au XIXe siècle. Oui. C'est un mythe qui est contemporain de l'époque romantique. C'est l'époque où il y a un certain goût pour l'orientalisme, pour l'exotisme en Europe. Il y a tout un Orient rêvé par les Européens à l'époque, par les écrivains, par les peintres, pensez à Delacroix, à Fromentin, à des gens comme ça. Et on a eu tendance à voir dans l'Espagne musulmane, à travers les monuments qu'elle a laissés, on pense au monument de Grenade, à l'Alhambra de Grenade, un foyer de civilisation tout à fait brillant, ce qui était le cas. Et du coup, on a imaginé une Andalousie qui correspondait à une civilisation à l'époque très supérieure à ce que pouvait être celle de l'Europe médiévale chrétienne. Donc c'est le 19e siècle pour l'essentiel, la genèse du mythe. Et ensuite, il s'est progressivement renforcé parce que, à une époque plus récente, tout le discours, tout le discours des Européens faisant pénitence, regrettant, n'est-ce pas, l'histoire qu'ils ont dans la repentance. Accompli. Voilà, repentance, c'est le terme que je cherchais. Dans cette perspective de repentance, on a évidemment valorisé une malheureuse civilisation brillante à tous égards, qui avait été brisée, laminée par des barbares venus du Nord, en l'occurrence les royaumes reconquérants chrétiens. Alors évidemment, les choses ne sont pas aussi simples comme on s'en doute. Il y a eu d'ailleurs des contacts et des échanges importants entre les deux mondes. Le roi de Castille, Pierre le Cruel, par exemple, à Séville, son palais de Séville, ça ressemble tout à fait à un palais musulman. Et c'est quelque chose. Les cours chrétiennes de l'époque, la musique que l'on y entend, c'est en grande partie inspiré par les modèles, les instruments, les musiciens musulmans. On sait que ces royaumes musulmans ou principautés, ils ont joué un rôle aussi dans la transmission de l'Antiquité. Ils n'ont pas été les seuls. On connaît les mésaventures de notre ami Guggenheim. De notre ami Guggenheim, qui a montré qu'il n'y avait pas eu forcément besoin de l'intermédiaire musulman pour transmettre Aristote à l'Occident du XIIIe siècle. Mais il y a une... il y a un foyer culturel incontestable en Andalousie qui a laissé des traces, des œuvres tout à fait remarquables. C'est une évidence parfaite, c'est un point tout à fait indiscutable. Mais cela dit, les envahisseurs du Nord n'étaient pas pour autant les brutes barbares que l'on a décrites. Vous parlez même de légende noire de l'Espagne. Oui, alors la légende noire. Alors légende noire, c'est quelque chose de plus large, de plus vaste. Je renvoie à l'ouvrage de Joseph Pérez, qui est disparu aujourd'hui, mais qui était un excellent spécialiste de l'Espagne, qui a rédigé un ouvrage, un livre intitulé La légende noire espagnole, il y a quelques années, qui fait un bilan de tout cela. C'est une légende noire qui est apparue
Plus tard. La légende noire espagnole, elle est apparue dans les pays protestants à partir du XVIe siècle. On a reproché aux Espagnols de représenter un catholicisme de la contre-réforme fanatique. On leur a reproché l'Inquisition espagnole en caricaturant complètement la réalité en question. Et on leur a reproché évidemment la conquête du Nouveau Monde où ils ont eu le tort évidemment de mettre fin à des civilisations adeptes du sacrifice humain, comme c'était le cas pour les Aztèques. Hein. Et alors, toute cette légende noire, qui était agitée par les puissances protestantes à l'époque, l'Angleterre et la Hollande principalement, elle s'est répandue aussi plus tard au XIXe siècle sur fond d'anticléricalisme dans un certain nombre de pays, notamment chez nous, hein, où l'Espagne a été présentée comme la quintessence d'un État religieux, fanatique, à l'époque de Philippe II, à l'époque de la conquête des Indes occidentales. D'accord, donc finalement cette idéalisation de l'Al-Andalus, c'est la contestation de l'Espagne chrétienne, de la chrétienté. On a rajouté depuis le cas d'Al-Andalus dans la légende noire, bien sûr. Oui. Hein, cette Espagne qui va bientôt massacrer les Amérindiens, eh bien déjà elle avait un lourd bilan à son actif à travers la conquête de l'Andalousie. Et aujourd'hui, pour les contempteurs de la créolisation de la France, finalement c'est un modèle, ça serait un modèle idéal. Oui, bien sûr. Tout ça appartient, si vous voulez, à tout le courant de déconstruction générale qui a cours aujourd'hui en Occident. Hein. C'est ce qui fait qu'en Espagne aujourd'hui, les musulmans en Espagne réclament qu'on leur rende la mosquée de Cordoue, mosquée cathédrale, bien sûr, aujourd'hui, et parce que elle aurait été prise, arrachée à ses propriétaires légitimes. Philippe Conrad, merci infiniment. Donc je renvoie déjà à cet opuscule Al-Andalus, l'imposture du paradis multiculturel. Oui. En termes bibliographiques, il y a aussi donc le livre de Séraphin Fanjul. Alors je signale le livre de Séraphin Fanjul, le mythe d'Al-Andalus, qui a été traduit en France aux éditions de l'Artilleur. Il y a un autre livre qui est celui de Rafael Sánchez Saúz, qui est aussi un brillantissime universitaire espagnol, qui s'appelle Al-Andalus et la Croix. Et puis, il y a encore un autre livre qui est celui de Dario Fernandez Morera, qui est un Espagnol professeur à l'université de l'Illinois aux États-Unis et qui a été traduit, lui, chez Godefroy de Bouillon. Rafael Sánchez Saúz, il est traduit, j'ai oublié de le dire, au Rocher, à l'Andalus et la Croix. Et Dario Fernandez Morera, il a écrit chrétiens, juifs et musulmans dans l'Andalousie médiévale, et c'est paru aux éditions non pas Godefroy de Bouillon mais Jean-Cyril Godefroy. C'est les éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors je signale aussi à nos téléspectateurs, nous avons organisé en 2019 un colloque sur ce thème d'Al-Andalus. Donc un colloque de l'Association pour l'Histoire. L'Association pour l'Histoire, Al-Andalus du mythe à l'histoire. Il y en a encore quelques dizaines d'exemplaires disponibles. On peut se les procurer où? On l'indiquera sous la vidéo. On peut se le procurer en allant, grâce à Internet, contacter l'Association pour l'Histoire, a-p-h@orange.fr. Ok. Et on se les procurer comme ça on indiquera sous l'émission, vous aurez le lien. De 11 €, je crois, donc qui est un prix tout à fait dérisoire. Parfait. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était passionnant. De votre accueil. Avant de nous quitter, un conseil d'exposition, si vos pas vous mènent durant les vacances dans la région de Narbonne, ne manquez pas l'exposition Escale en Méditerranée romaine qui se tient au musée Narbo-Via. Cette exposition révèle le rôle central de ce port majeur situé au cœur de la Mare Nostrum. Pivot de la prospérité et du rayonnement de la province de narbonnaise pendant près de 6 siècles, l'ensemble portuaire de Nabo-Martius assurait la fonction stratégique de port de redistribution entre l'Italie et l'Espagne, mais également en direction de l'Atlantique, du nord de la Gaule et des îles britanniques, tout en devenant un grand port exportateur de vin, de minerais ou encore de céramique.
Grâce à des découvertes importantes sur les sites des étangs de Bagues-Sigean et de Gruissant, l'exposition met en évidence un véritable système portuaire complexe avec de nombreuses infrastructures telles qu'un phare, des quais, des entrepôts qui permettaient le chargement-déchargement des marchandises, leur stockage et leur acheminement depuis ou vers le port urbain de la cité romaine. À travers plus de 150 pièces uniques, dont des céramiques, des mosaïques, des amphores, des monnaies et des objets du quotidien, l'exposition présente le résultat de ces recherches archéologiques et les relie aux connaissances relatives à d'autres ports de commerce romains de la Méditerranée occidentale. Afin d'immerger les visiteurs dans le grand port romain de Narbo-Marcius, le parcours de l'exposition est rythmé par plusieurs dispositifs de médiation, projection sur maquette en relief pour découvrir le milieu naturel dans lequel le port a été construit, maquettes de navires et d'installations portuaires, objets à manipuler pour comprendre les techniques de construction navale et de navigation et même des dispositifs olfactifs, sonores et tactiles pour découvrir le port et les marchandises qui y transitaient. C'est ainsi que tous vos sens seront sollicités dans cette exposition résolument interactive qui se tient jusqu'au 5 janvier 2025. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Avant de retrouver Christopher Lannes et la petite histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Depuis ses débuts, la révolution bolchevique a eu son lot de terreurs, de purges et de massacres en tout genre. Aujourd'hui, on va parler de la première grande purge stalinienne, celle de 1936. 2 ans auparavant, le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov, un grand rival de Staline, est assassiné à Leningrad. Quand je dis que c'est un grand rival de Staline, c'est-à-dire qu'au 17e congrès communiste, en février 1934, il avait obtenu beaucoup plus de succès que Staline. Forcément, ça lui a pas beaucoup plu à Mario. Si, son vrai prénom c'est Mario. Ah oui, mais renseigne-toi. Même si les causes de cet assassinat sont assez floues, ça va permettre à Staline d'organiser une grande purge, de mettre du monde aux arrêts et de se servir de ça comme prétexte pour dériver vers un pouvoir personnel. C'est l'occasion pour Staline de se propulser au poste de chef suprême, et donc après cet assassinat de Kirov, il va procéder à un vaste coup de filet dans l'opposition. Zinoviev, Kamenev, Piatakov, Boukharine, Rykov, tous vont être arrêtés, jugés. Et pour justifier tout ça, Staline va faire passer ses affaires en terrorisme. D'ailleurs, juste après le décès de Kirov, le jour même, le 1er décembre 1934, un décret va mettre en place une procédure militaire pour les affaires de terrorisme. Les affaires seront jugées à huis clos, sans défenseur ni droit d'appel et avec une exécution immédiate du verdict. Bah oui, mais ces gens-là, ce sont les guides spirituels de l'actuel syndicat de la magistrature, il faut le savoir tout ça. Bon, bien sûr, on n'applique pas cette procédure-là pour les gens qui détruisent la France, hein, faut quand même pas déconner. Mais ça fait même un peu penser parfois au Parlement européen, par exemple. On se croirait chez les bolcheviks ici. Eh oui. Aussi, quelques mois plus tôt, en février 34, le GPU a été supprimé pour être remplacé par le NKVD. Le NKVD va devenir une véritable police politique très coriace qui va plus tard être directement sous les ordres de Staline. Sa mission sera d'éliminer toute opposition à l'intérieur du territoire. Une fois que les institutions et les hommes sont en place, la grande purge peut commencer. Alors tout d'abord, Staline lance une mise en condition de l'opinion publique par la presse. Tiens, on peut en parler aussi de la presse de l'époque et de la presse d'aujourd'hui. Bon, on verra plus tard. Il faut mettre en alerte la population contre la menace terroriste et la menace trotsko-zinoviéviste. Une fois que les cerveaux sont bien remués, le procès de Moscou va s'ouvrir, le fameux procès des 16. Il va se tenir du 19 au 24 août 1936 et va concerner 16 accusés rigoureusement sélectionnés. Tous sont d'anciens compagnons de route de Lénine et les deux vedettes entre guillemets de ce procès sont Zinoviev et Kamenev. Ces deux-là venaient dans la hiérarchie bolchevique juste après
après Lénine et Trotsky et ils incarnaient littéralement l'épopée révolutionnaire de 1917. De plus, ils ont tous deux formé avec Staline de 1922 à 1925 la fameuse Troïka qui a gouverné le pays durant la maladie de Lénine. Comprenez que dans l'esprit de l'oncle Joe et dans l'esprit communiste, ces deux-là pouvaient pas rester en vie bien longtemps. C'est logique. Bien sûr, ils sont tous accusés de terrorisme et on leur promet, on leur fait miroiter qu'ils auront la vie sauve en échange d'aveux. Ainsi, on va assister à un curieux procès, ou plutôt un simulacre de procès, où tous les accusés se chargent eux-mêmes, s'accusent de toutes les fautes et louent le grand Staline et son parti. Et lorsque le célèbre procureur Vyshinsky, qui sera la cheville ouvrière des procès de Moscou, déclara qu'il faut les fusiller comme des chiens, ces derniers répondront « Je remercie le procureur d'avoir réclamé pour nous la seule peine que nous méritons, la mort. » Car le verdict a été sans appel, la mort pour tous. Dans les partis communistes européens, évidemment, personne ne s'émeut. Ça passe après tout. C'est dans l'intérêt du peuple. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'après ce simulacre de procès et l'exécution de ces 16 condamnés, plus de 5000 autres seront secrètement massacrés dans les semaines qui suivent. Quoi? Dans les semaines qui suivent? Mais non, 8 jours après le procès. Pas de temps à perdre. Le cycle ouvert en août 1936 va se prolonger les 2 années suivantes. Après le procès des 16 en 1936, ce sera en 1937 le procès des 17. Et en mars 1938, le procès des 21. A noter qu'entre le deuxième et le troisième procès de Moscou va avoir lieu à huis clos un procès contre tous les chefs militaires qui va ainsi décapiter le sommet de l'armée rouge. Et voici comment, en l'espace de quelques années, Mario est devenu Super Mario. Désolé. Et voici aussi comment, avec de la sueur et du sang, celui des autres, Staline va inspirer toute une génération d'hommes politiques que nous subissons encore aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Quelle merveilleuse référence! Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus riches en anecdotes, toujours plus riches en démystification, sur TV Liberté.